Bonjour et bienvenue dans Vivre après, le podcast qui vous accompagne pour faire face aux ruptures de vie. Un programme soutenu par l'OCIRP et le groupe IMA. Je m'appelle Sarah Dumont, je suis journaliste et accompagnée d'experts, nous allons parler sans tabou du deuil, d'accidents, de longues maladies et de leur impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Bonjour Sandrine. Bonjour Sarah. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous avez 46 ans, vous êtes maman de 2 adolescents et vous travaillez à l'Université d'Orléans en tant qu'adjointe administrative. Vous faites partie des membres actifs de Après J20, Association Covid Long France. Et cette association a pour mission de soutenir les personnes qui souffrent encore des symptômes du Covid 20 jours après la transmission du virus. C'est une association qui se bat pour que les malades puissent être reconnus et soignés, ce qui semble loin d'être évident pour la plupart d'entre eux aujourd'hui. Alors vous-même, Sandrine, vous avez été atteinte de la Covid le 21 mars 2020 et vous souffrez encore de nombreux symptômes. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et nous expliquer votre situation actuelle ? Oui, alors à la base, je suis très active et sportive avec des journées qui sont très chargées. Donc ma seule fragilité était l'asthme, mais j'avais réussi à le dompter un peu grâce au sport. J'ai donc été contaminée sur mon lieu de travail le 10 mars 2020 et 4 jours plus tard, j'ai commencé à ressentir des symptômes très léger, mais déjà qui était un peu atypique, comme une narine gauche coulante, sans être bouchée, des vagues éclairs dans le crâne, et puis des frissons qui étaient très ciblés aux omoplates. Donc, naïvement, j'ai pensé que ça passerait rapidement, mais les jours suivants, mon état s'est dégradé très rapidement, avec des courbatures qui étaient ciblées aux hanches, et que je ressens toujours d'ailleurs, et aux jambes. J'avais également une toux grasse, parfois sanglante, une oppression, des douleurs thoraciques, les poumons en feu, et puis les intestins très douloureux, des céphalées, la tachycardie, entre autres choses. Et surtout, j'avais un essoufflement au repos, à tel point que rapidement, je ne pouvais plus marcher ni parler. Donc, j'ai la grande chance de connaître mon médecin depuis 24 ans. Il m'a cru dès le départ. Pourtant, j'étais son premier cas Covid, mais il m'a tout de suite prise en charge très sérieusement. Il m'a envoyé 2 fois aux urgences. La première fois, la radio pulmonaire et l'échographie cardiaque n'ont rien révélé d'anormal. Et puis, je n'étais pas éligible à l'époque au test PCR. Je suis donc ressortie très vite. Mais je suis restée en contact 2 fois par jour avec mon médecin. Et puis la deuxième fois, j'ai beaucoup de chance en fait, parce que j'ai fait une hypoxyurose sur place. Donc c'est une baisse soudaine de l'oxygène dans le sang. J'ai donc été placée sous oxygène et malgré tous ces symptômes, les examens comme le scanner, la radio, j'ai passé aussi un électrocardiogramme et tout ça n'a rien montré. Donc cette fois, j'ai eu droit au test par contre qui s'est révélé négatif comme les suivants et comme les 3 sérologies par la suite. Et après ça, j'ai enchaîné les symptômes, plus de 50 au total. Donc certains étaient fluctuants, d'autres continuent, certains que je ressens encore aujourd'hui. J'ai également fait plusieurs pathologies derrière, une pyélonéphrite, des infections urinaires, une colite sévère, des parotidites à répétition. En fait, c'est une inflammation totale de l'organisme, donc j'ai vraiment senti le tsunami qui me traversait le corps et qui dévastait tout. Et même mon odeur corporelle était modifiée. Mon chien venait me renifler tout le temps d'ailleurs. Donc c'était des montagnes russes qui ont commencé très rapidement, tous les jours de nouveaux symptômes, et quand il m'arrivait de me sentir mieux, c'était pour retomber dans l'heure suivante, un vrai yo-yo, et je me suis parfois cru devenir folle, ou mourir tout simplement. Donc je vivais vraiment au jour le jour, et au fil du temps, beaucoup de symptômes ont disparu. Et puis là, récemment, j'ai eu l'occasion de passer des examens un peu plus poussés, qui ont montré qu'en mars 2020, soit 1 an auparavant, j'avais en fait fait un infarctus et une embolie pulmonaire non détectée par les imageries de l'époque. Et j'ai donc une petite partie du poumon gauche qui est nécrosée. Donc, suite à cette découverte, je viens de commencer une rééducation respiratoire avec un kiné et mon médecin m'a placé sous traitement pour éviter des microthromboses. Donc, je connais une grosse amélioration depuis environ mi-février. Maintenant, je peux faire plusieurs activités dans une journée, comme mon télétravail, donc toujours à mon rythme quand même, préparer le repas et puis faire les courses. Mais malgré tout ça, ça me fatigue beaucoup et je passe encore le week-end à dormir. Je suis fatiguée et les douleurs sont ravivées par la semaine. J'estime que mon organisme n'a récupéré qu'à environ 70% et mes capacités intellectuelles ne sont qu'à 50% à peu près. Donc certains jours sont vraiment plus difficiles que d'autres. Je ne peux toujours pas prévoir vraiment ce que je pourrais faire les jours suivants en réalité. Et puis mon organisme reste encore fragile. Par exemple, le moindre coup de vent dans l'oreille déclenche des douleurs type otite, par exemple. Vous avez dit j'ai eu de la chance, mon médecin m'a cru tout de suite. C'est pas le cas des autres malades de la Covid ?
Non, non, on se rend compte, d'après tous les témoignages sur les réseaux sociaux, que beaucoup de malades ont été pas forcément rejetés par leur médecin, mais n'ont pas été crus de suite, hein, surtout au mois de mars, avril, mai 2020. C'est encore très improbable, très atypique, hein, comme maladie, et ça pouvait ressembler à beaucoup de choses. Donc, on se rend compte que beaucoup de malades n'ont pas été vraiment pris en charge par leur médecin comme il aurait fallu dès le départ. Voilà. Et n'ont pas eu la possibilité de pouvoir passer des examens qui auraient permis donc peut-être de découvrir pour certains des microthromboses ou des microvascularités. Sait-on combien de personnes souffrent de Covid long en France? Alors, on estime qu'en moyenne, 20% des gens contaminés par le Covid développeront un Covid long, c'est-à-dire une persistance de symptômes à degré et à durée variable. Roselyne Bachelot a évoqué récemment 2 millions de malades Covid longue durée. Mais moi, je pense personnellement que ces chiffres sont en dessous de la réalité. Nous réclamons depuis longtemps un recensement des malades pour pouvoir être identifiés et pouvoir obtenir enfin des statistiques un peu comme en Angleterre, parce que le Bureau national des statistiques du Royaume-Uni a réalisé une étude sur le nombre de Covid longs et selon eux, une personne contaminée sur 7 deviendra Covid long. Alors c'est un chiffre qui inquiète tellement leur ministre de la Santé qu'il a débloqué des fonds supplémentaires pour la recherche sur le Covid long. Et en France, nous n'avons pas ça. Ce recensement est inexistant. On n'en est vraiment qu'au balbutiement malgré nos alertes en tant que malades sur les réseaux sociaux depuis un an. Parmi ces malades, compte-t-on beaucoup de patients qui ont été hospitalisés? Alors c'est pareil, aucune étude n'a vraiment été réalisée là-dessus. En fait, la majorité des malades Covid long n'ont pas été hospitalisés ou alors de très courte durée comme moi. Les seules données que nous ayons proviennent des différents groupes de soutien sur les réseaux sociaux. En revanche, nous savons aujourd'hui que parmi les malades en réanimation, beaucoup continuent d'avoir des symptômes longtemps après leur sortie. Alors pour certains, il peut s'agir de séquelles dues à la prise en charge avec l'intubation et puis le coma qui en a découlé. Mais pour d'autres, ils viennent malheureusement grandir nos rangs. Quels sont les symptômes post-Covid persistants les plus courants parmi les membres de l'association? Eh bien, il existe toute une panoplie de symptômes très variables en fait, hein. Certains fluctuants, d'autres persistants, mais les plus typiques sont vraiment les atteintes pulmonaires avec des essoufflements importants, des dyspnées, et aussi des atteintes cardiaques avec des douleurs et des oppressions thoraciques, de la tachycardie, des atteintes neurologiques avec des gros problèmes cognitifs dus au brouillard cérébral comme les oublis de mots, la lenteur intellectuelle, les problèmes de mémoire, mais aussi des fourmillements, une modification, une perte de goût et de l'odorat. Mais il y a aussi de nombreux malades qui souffrent d'atteintes dermatologiques, avec des hématomes spontanés, des engelures, et les atteintes digestives et musculaires sont aussi très courantes, ainsi que les acouphènes. Donc en fait, on a tout un panel de symptômes qui sont vraiment très fréquents chez les Covid longs et qui sont d'intensité variable pour chaque personne. Depuis août 2020, le Covid long est reconnu comme une pathologie par l'OMS. Quelles sont les autres demandes de l'association? Alors, en France, le Covid long n'a été reconnu officiellement que récemment, et seulement dans les paroles et pas vraiment dans les faits. Comme je l'indiquais, en fait, l'association demande le recensement de cette catégorie de population qui doit vraiment apparaître dans les statistiques en toute transparence. Nous réclamons également l'ouverture de structures ou de centres de suivi post-Covid avec une prise en charge pluridisciplinaire pour apporter des soins et des traitements adaptés vraiment au cas par cas. Et puis certains médecins, comme le docteur Larcher par exemple à Montpellier, s'investissent et s'organisent dans les hôpitaux et les cliniques pour ouvrir ce type de structure et souvent autofinancées. L'association demande aussi de pouvoir participer aux études, malgré des tests négatifs, parce qu'il me semble qu'à ce jour, seuls les malades positifs peuvent être inclus dans ces études, ce qui fausse forcément les données. L'association réclame également une levée de fonds pour la recherche, parce que l'enquête récente de Mediapart a montré que le ministère de la Santé et de la Recherche a débloqué une enveloppe de 3 millions d'euros pour la recherche sur le Covid long, contrairement à l'Angleterre, qui lui a consacré 21 millions d'euros, et aux États-Unis, 1 milliard de dollars. Donc ces pays mobilisent vraiment leurs chercheurs qui s'appuient également sur des travaux en infection post-virale. Et puis enfin, nous voulons absolument obtenir de classifier cette maladie en infection longue durée. Aujourd'hui, l'association compte 800 adhérents et en accueille une centaine de plus par mois. Quelle démarche on doit faire pour être reconnu comme un malade Covid long? Alors, dans un premier temps, nous conseillons aux malades d'étudier la liste des symptômes Covid de l'étude compare et les fiches de la Haute Autorité de Santé, puis de consulter leur médecin traitant, parce que c'est véritablement les médecins traitants qui pourront diagnostiquer un Covid long. Il faut ensuite une vraie reconnaissance par ces médecins et d'autres spécialistes, comme des pneumologues et des cardiologues, et qui doivent se baser sur la symptomatologie et pas sur des tests qui sont pour la plupart négatifs. Il existe encore toujours ce manque de reconnaissance de la part de certains professionnels de santé qui excluent les malades avec des tests négatifs.
Quand vous disiez des remontées de malades dont les médecins disent qu'ils ne croient pas au Covid long, que c'est psychosomatique, je me dis qu'on est encore loin d'être sorti d'affaire et qu'il va falloir combattre ces fausses idées encore plus fort. On est à plus d'un an de la pandémie et certains professionnels de santé en France sont toujours dans le déni. Enfin, c'est désespérant. Le pire, certains médecins Covid long eux-mêmes se retrouvent confrontés aussi au rejet de certains de leurs confrères. C'est quand même inimaginable. Donc il faut savoir que jusqu'ici, c'était les malades qui disposaient d'une grande ressource de données scientifiques d'autres pays et qui informaient leurs médecins traitants. Maintenant, il existe une documentation en France, mais quand on demande aux généralistes, pour beaucoup, ils n'ont pas reçu la recommandation de l'HAS. Et maintenant, nous recevons même des témoignages de malades dont les médecins s'offusquent du guide de l'HAS et préfèrent envoyer les patients chez un psy ou leur prescrivent un antidépresseur au lieu de les réorienter vers des bons spécialistes pour leur permettre une prise en charge. En fait, les fiches de la Haute Autorité de Santé ne sont pas là pour prendre la place des médecins, mais c'est justement un support face à une maladie atypique et qu'on connaît encore mal. Donc les malades, les médecins, les chercheurs et le gouvernement doivent vraiment travailler ensemble pour avancer rapidement et concrètement. C'est un vrai partenariat, l'enjeu est véritablement de taille. Un groupe Facebook a été créé en décembre 2020. Quelles sont les demandes que vous recevez de la part des malades ? Les malades nous demandent dans un premier temps de les réorienter vers des médecins qui sont sensibilisés au Covid long. Ils nous demandent beaucoup de soutien et puis beaucoup de renseignements également pour obtenir la classification en affection longue durée de cette maladie. Alors effectivement, comme vous le dites, la maladie est encore méconnue par beaucoup de médecins. Comment on peut identifier des médecins spécialisés Covid long ? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Est-ce que vous tenez une liste à disposition des malades ? Alors voilà, notre but est justement d'avoir un réseau de spécialistes identifiés par zone. On pourrait communiquer aux médecins et aux malades, mais en fait nous en sommes très loin. Alors aujourd'hui, c'est uniquement grâce au bouche à oreille qu'on arrive à rediriger les malades vers quelques médecins qui sont sensibilisés au Covid long, mais ils sont trop peu, trop surchargés ou bien trop bien cachés. Et en Angleterre, ce type de liste existe vraiment en toute transparence. Les malades y ont accès. Il existe même un site où toutes les infos sont concentrées. En France, certains médecins investis ont créé des programmes d'études et de suivi post-Covid. Donc, il faut vraiment développer ce genre d'initiative sur l'ensemble du territoire. Mais la grande majorité des Covid longs restent toujours suivis par son médecin traitant et beaucoup n'ont pas accès à certains examens. Les symptômes de cette maladie sont très invalidants. J'imagine que cela doit avoir des conséquences sur la vie privée et professionnelle de nombreux malades. Est-ce que c'est le cas des membres de l'association ? Oui. Alors au quotidien, tous ces symptômes sont très difficiles à vivre. Des malades se retrouvent en incapacité de travailler, parfois même de bouger. Donc ça entraîne forcément des déséquilibres familiaux. On constate des séparations dues à l'incompréhension, à l'usure physique et morale qu'engendre cette maladie. Des familles éclatent. Alors quand en plus ces personnes perdent leur emploi, c'est d'autant plus tragique. De nombreux malades sont aussi obligés de quitter leur emploi, ce qui entraîne des situations financières catastrophiques et une grande détresse morale, en plus des soucis de santé. Au bout de 3 mois, de 6 mois, 1 an. Alors, par exemple, Pauline, qui a une quarantaine d'années et qui vit seule avec ses 2 enfants, suite à ses atteintes Covid long, ses symptômes invalidants, elle a perdu son emploi et elle s'est vue refuser donc la reconnaissance en affection longue durée. Elle vit maintenant du secours populaire et de la bonté de ses amis qui lui apportent à manger, qui lui apportent de quoi subvenir à ses besoins, à elle et à ses 2 enfants. Mais elle n'a pas pu justifier de son état à travers des certificats de santé fournis par son médecin traitant ? Alors, elle a tout un dossier avec tous les examens. Malheureusement, ces tests sont négatifs. Donc, elle n'obtient toujours pas la reconnaissance de cette maladie, qui n'apparaît toujours pas de toute façon sur la liste des affections en longue durée. Et le cas de Pauline est-il représentatif de la plupart des membres de l'association ? Alors peut-être pas de la plupart, mais en tout cas, effectivement, beaucoup de malades sont dans le même cas, dans la même détresse, et doivent maintenant avancer également des frais pour certains examens. Donc certains d'entre eux préfèrent carrément ne plus passer d'examen. Parce que financièrement, la charge est trop lourde ? Oui, parce que financièrement, la charge est bien trop lourde pour pouvoir tout prendre en charge, pour pouvoir nourrir leurs enfants, pour pouvoir garder leur logement, tout simplement. Donc si c'est pour essuyer un nouveau refus, un nouveau rejet, un nouveau déni de la part de certains spécialistes, malgré les recommandations de la Haute Autorité de Santé, malgré la reconnaissance de l'OMS, malgré la reconnaissance du bout des lèvres du ministère de la Santé, on constate toujours que certains professionnels de santé ne se basent toujours pas sur la symptomatologie, qui entraîne forcément donc des malades qui ne seront toujours pas pris en charge, et donc des grandes détresses morales et financières.
C'est très difficile d'être Covid long, hein, parce que ça veut dire, comme Pauline, mener plusieurs batailles à la fois. Des batailles contre les symptômes, des batailles pour être soigné et créer soi-même son propre parcours de soins, une bataille pour être reconnu contre le déni, une bataille pour ne pas perdre son emploi, sa famille, etc. Donc c'est déjà pas évident d'être malade longue durée et subir tout le reste en plus, ça use moralement. Donc on ne reste pas dans le canapé pendant un an par plaisir ni par fainéantise, hein, comme on peut encore l'entendre ou le lire actuellement. Et il en va de même pour d'autres maladies comme le syndrome de la fatigue chronique ou la maladie de Lyme par exemple. On peut dire que les dépressions découlent directement de ce rejet après plusieurs mois à tenter de survivre, de trouver un suivi et d'être entendu tout simplement. Donc c'est très très dur à vivre. Alors, parmi vos demandes, vous l'avez évoqué, il y a celle de faire reconnaître le Covid long comme une ALD, donc affection longue durée. Êtes-vous entendu par les autorités sur ce sujet ? Alors certains arrivent effectivement à se faire reconnaître en affection longue durée, mais les critères sont pour le moment encore très sélectifs. Il faut faire partie du personnel hospitalier, avoir été hospitalisé sous oxygène, et puis d'autres critères encore. Il y a aussi le cas des malades Covid long qui développent des pathologies qui figurent déjà dans la liste des affections longue durée, donc peuvent en bénéficier, mais ça reste déstructuré. En réalité, c'est un peu au bon vouloir des médecins conseils. Il n'y a vraiment aucune harmonisation entre eux et les médecins généralistes. Il y a un vrai problème de communication et de formation. Donc nous continuerons à nous battre pour cette reconnaissance aux côtés de certains députés notamment. Mais oui, nous restons optimistes, bien sûr, de fond. Donc tout à l'heure, vous parliez du modèle anglais dont on pourrait s'inspirer, semble-t-il. Oui. Quelles sont les initiatives qu'ils ont mis en place et qui pourraient nous permettre d'avancer sur le sujet du Covid long ? Oui, alors comme j'expliquais, la Grande-Bretagne notamment et les États-Unis ont un grand train d'avance sur nous. Et à tous les niveaux, au niveau de la recherche, de la prise en charge et du financement, l'Angleterre avait annoncé l'ouverture de 40 cliniques ou de centres de soins pour des suivis post-Covid. Alors j'ignore actuellement combien ils en sont, mais en France, on peine à trouver des services sensibilisés au Covid long. Et quand on en trouve, ils sont souvent surchargés ou bien ils prônent un retour rapide à l'activité physique, ce qui est absolument contre-indiqué. Donc nous avons minimum 6 mois de retard malgré nos appels incessants. Le Royaume-Uni a également organisé plusieurs webinaires au sujet du Covid long. Donc, ils ont aussi une presse et une veille scientifique qui est assez impressionnante. Et ces pays ont compris qu'en mettant le paquet sur la recherche et l'investissement des Covid longs, ils éviteraient des futurs malades, possiblement chroniques, donc un retour à une économie peut-être plus sereine. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez combien on a de centres pluridisciplinaires en France ? Non, ils ne sont pas répertoriés. On apprend leur ouverture grâce aux médias, par la presse, ou bien parce que nous travaillons avec certains médecins qui font partie de notre conseil scientifique et qui nous aiguillent un petit peu, un minimum. Mais actuellement, non, nous n'avons pas de statistiques, nous n'avons pas de chiffres réels sur l'ouverture. C'est un peu au bon vouloir de chaque zone et surtout aux médecins qui peuvent s'investir et s'organiser pour pouvoir prendre en charge ces patients-là. Mais ils sont au nombre de quoi ? 5, 10, 15 On a une idée ou pas ? Non, nous n'avons aucune idée. Nous savons simplement parfois que certains hôpitaux ouvrent un suivi post-Covid, mais les retours des malades nous indiquent qu'en réalité, c'est juste une prise en charge avec un examen et puis c'est tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de suivi derrière. Et à quoi ressemble un centre pluridisciplinaire, par exemple au Royaume-Uni ? Quelles sont les disciplines représentées ? Comment ça s'organise ? Alors, on en a certains sur notre territoire. En fait, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire, avec tout un éventail de personnel de santé, comme des kinés, comme des pneumologues, comme des cardiologues. Le patient est examiné dans son ensemble, et c'est ce qu'on demande. Il y a même des psys, des psychologues qui sont importants également, qui sont même essentiels. Donc, c'est vraiment le patient est pris dans sa globalité et passe également des examens et est pris en charge, par exemple, s'il souffre d'hyperventilation, eh bien, ce sera un kiné respiratoire qui prendra cette partie-là en charge. S'il a des problèmes cardiaques, c'est un cardiologue qui, en parallèle, pourra effectuer certains examens sur lui et pourra bénéficier de traitements à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous observez parmi les membres de l'association sur la réaction des entreprises face à des salariés atteints de Covid long ? Est-ce qu'elles font preuve de compréhension ou au contraire, certaines laissent-elles tomber leurs salariés, quitte à les licencier ? Alors c'est très variable, de par les retours que les malades nous font. Certains grands groupes, comme Microsoft par exemple, ont mis en place un mi-temps thérapeutique pour leurs salariés. Pour certains, c'est pas possible de reprendre leur travail à temps complet, donc ça leur permet d'avancer à un rythme moins soutenu.
Il faut savoir que les symptômes peuvent être particulièrement douloureux et puis la fatigue est quotidienne et souvent impérieuse. Donc chaque effort intellectuel ou physique peut entraîner une rechute. Il y a beaucoup d'employeurs qui respectent aussi le protocole sanitaire. Mon université est exemplaire dans cette mise en place des gestes barrières, par exemple. Mais nous avons régulièrement des remontées de malades qui ont perdu leur emploi. Il y a encore trop peu de compréhension et d'aménagement dans le cadre du travail. Certains se retrouvent dans une situation d'extrême précarité. Donc les entreprises, elles ont un grand rôle à jouer, un rôle de prévention, un rôle de qualité de vie au travail pour les salariés concernés. À l'heure actuelle, on constate un gros manque d'information des entreprises, des employeurs et des médecins du travail sur le Covid long. De mémoire, un seul médecin du travail nous a contactés pour savoir comment prendre en charge certains salariés qui sont contaminés. Donc nous invitons les ressources humaines, les médecins du travail et les responsables à s'impliquer davantage et à anticiper, parce que le Covid long touche tout le monde, dont la force vive productive, ce qui entraînera immanquablement des problèmes économiques derrière. Votre association représente aussi aujourd'hui des parents d'enfants atteints de Covid long. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, nous préparons actuellement une page Covid pédiatrique pour notre site en collaboration avec Andrea. Andrea, elle a créé un groupe sur Facebook qui est dédié aux enfants et aux ados atteints du Covid long parce que son fils Antoine en est atteint également. Et son groupe est constitué de plus de 1000 membres, des parents dont les enfants sont eux aussi touchés. La tranche d'âge varie entre 18 mois et 18 ans, même si les 10-16 ans sont les plus représentés. Alors nous recevons à l'association aussi chaque semaine des messages de parents désespérés, dont les médecins sont complètement dépassés ou bien les renvoient systématiquement chez les psychologues. Parce qu'il faut savoir que si les Covid longs adultes ont été les grands oubliés de la pandémie, les Covid longs pédiatriques, eux, en sont les fantômes. Il n'y a à ce jour aucune reconnaissance du Covid long pédiatrique en France. Nous n'avons aucune statistique. En revanche, toujours en Angleterre, les chiffres officiels sont à peu près équivalents à ceux des adultes, soit environ 10% pour les plus jeunes et jusqu'à 15% chez les adolescents. Donc, si ces chiffres baissent au fil du temps, parce que les enfants guérissent, heureusement, il reste tout de même des ados entre 12 et 18 ans qui ont des atteintes lourdes depuis 1 an. Et en France, les témoignages des parents évoquent au final les mêmes symptômes que ceux des adultes. Andrea échange notamment avec les parents d'un enfant de 11 ans qui se retrouve en fauteuil roulant du fait de ses atteintes qui sont trop lourdes. Un autre de 12 ans dont l'état s'est aggravé après 1 mois dans un centre de soins et de réadaptation. Plusieurs enfants sont aussi déscolarisés depuis des mois. Les parents ont donc dû arrêter de travailler pour s'occuper d'eux. Et Andrea n'a aucun pédiatre à ce jour vers qui envoyer ses familles. Et puis en fait, ces médecins, ces pédiatres sont très réticents à envoyer ces enfants faire des examens et des explorations approfondies. Donc ils ont plutôt tendance à placer ces ados sous antidépresseurs sans que ça améliore vraiment leur atteinte. Et en général, les parents se voient répondre que les recommandations de la Haute Autorité de Santé ne concernent que les adultes. C'est vraiment une situation catastrophique. Et pourtant, des études existent à l'étranger. Des programmes de recherche ont été lancés aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Des services dédiés au Covid long pédiatrique ont été ouverts en Suisse, en Espagne, aux États-Unis, dans d'autres pays. Donc la France ne pourra pas renier éternellement le fait que le Covid long pédiatrique est réel, d'autant que le PIMS, donc qui est le syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique, qui est une complication post-Covid, a été reconnu. C'est une maladie qui est proche de celle de Kawasaki et qui crée des troubles cardiaques et qui entraîne souvent une hospitalisation des enfants, notamment en réanimation. Et on estime officiellement aujourd'hui que 1 à 2 cas pour 10 000 infections chez les enfants seront touchés par ce PIMS. Donc le Covid, il peut avoir un impact terrible sur la vie des gens. Et puis on ne sait toujours pas les problèmes que ça peut engendrer à long terme. En fait, on se sent vraiment comme des cobayes, enfants comme adultes. Vos demandes auprès du ministère de la Santé ont-elles été traduites en actes ? Alors, pour le moment, nous sommes en discussion avec le ministère de la Santé, qui nous recevra très bientôt. Nous pourrons probablement donc mettre en place des plans d'action on table vraiment sur l'ouverture de centres en milieu hospitalier, probablement de suivi post-Covid, avec une prise en charge multidisciplinaire. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter plus d'informations sur vivreaprès.fr, le site qui aide à faire face aux ruptures de vie.